Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans ce rendez-vous de 22 heures. Tout de suite, voici les titres. Le ministère de l'Environnement a organisé ce matin un atelier sous-régional et c'était au Palais du Peuple. 14 pays européens ont donné leur accord, dont 8 de manière active, pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité visant à se répartir les migrants secourus en Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, le président français. C'était les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre d'un message de condoléances, adressé aujourd'hui au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Yukiya Amano, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans son message de condoléances à M. Guterres, le président de la République a salué la mémoire d'un diplomate chevronné qui a longtemps contribué au renforcement des dispositions de paix et de stabilité de notre planète. Feu Yukiya Amano forçait l'estime pour sa propension à placer invariablement l'état de droit et la justice au-dessus des intérêts personnels, politiques et partisans. C'est ce qu'a écrit donc le président Guelleh. Nul doute qu'avec la disparition de feu Yukiya Amano, notre monde perd l'un des plus illustres diplomates et un serviteur passionné de l'humanité, a par ailleurs indiqué le chef de l'État qui a formé le vœu d'étendre l'expression de ses sincères condoléances à l'ensemble du personnel du système des Nations Unies. Un message similaire a également été adressé au Premier ministre japonais Shinzo Abe. D'origine japonaise et âgé de 72 ans, le décès de feu Yukiya Amano a été annoncé hier. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Badon, et le ministre de la Défense par intérim a reçu la visite de travail d'une délégation conduite par le ministre de la Défense du Somaliland, Abdulghani Mahmoud Atayeh. Celle-ci était composée des hauts militaires somalilandais, notamment le général Abdelazar Saïd Boulale, chef d'état-major adjoint de l'armée de la Somaliland. Les discussions ont porté sur l'état des relations bilatérales djibouto-somalilandaises, les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de les consolider davantage. Par ailleurs, il a été question de l'élargissement du champ de la coopération multiforme entre la République de Djibouti et le Somaliland. Devant ses hôtes, le ministre djiboutien de la Défense par intérim a souligné que Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées qui résultent de la culture, la langue et les liens familiaux qui existent entre leurs deux populations. Les deux parties collaborent aussi dans des domaines stratégiques comme la lutte contre la criminalité transfrontalière et celle contre le terrorisme. De son côté, le ministre de la Défense somalilandaise a fait part de la volonté de son gouvernement à renforcer les liens séculiers d'amitié et de coopération unissant Djibouti et le Somaliland. Enfin, les deux parties ont évoqué diverses priorités communes. Elles ont ainsi soulevé les voies et moyens susceptibles de rehausser le niveau de la coopération militaire et sécuritaire entre Djibouti et le Somaliland. Les deux parties ont également convenu de la nécessité de renforcer la sécurité de la frontière commune aux deux pays. Et par la suite, c'est le secrétaire d'État à la décentralisation et ministre de l'Intérieur par intérim, Hamadou Mohamed Alamis, qui a également reçu ce matin la délégation somalilandaise, conduite, on le rappelle, par le ministre de la Défense du Somaliland. Objectif, renforcer et consolider les relations fraternelles existantes entre nos deux pays et de partager nos expériences en matière de sécurité et de défense. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Environnement a organisé un atelier sous-régional ce matin au Palais du Peuple. L'atelier a regroupé des participants djiboutiens et les représentants de la République fédérale de Somalie. Objectif, échanger des informations et de sensibilisation pour la gestion rationnelle, durable de déchets marins dans la mer Rouge et du golfe d'Aden. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale des gestions et déchets marins décidée cette année par le PERSGA.
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sous-régionale de la gestion des déchets marins qui a été décidée en 2019 par le Conseil des ministres du PLCK. L'objectif de cette stratégie, c'est de préserver le milieu marin contre toute forme de déchets provenant des milieux terrestres et mettant en péril les ressources vivantes, surtout les zones sensibles sur le plan environnemental, telles que les écosystèmes marins, les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins. Les déchets marins sont définis comme toute matière solide, persistante, qui est fabriquée ou transformée et qui est directement ou indirectement, intentionnellement ou non, laissée ou abandonnée dans les milieux marins. Environnement toujours, avec le changement climatique et la résilience, le monde connaît un tournant de son histoire. La sécheresse qui réduit l'agriculture et laisse aride le sol. Une technique sur voir porter de nouveaux espoirs. Cette technique donc s'appelle l'hydroponie, une agriculture hors sol, mais aussi une alternative. C'est un magazine réalisé par Saïd Mohamed Halato. Regardez. Voici une serre avec des tuyaux, des seaux d'eau, aussi un matériel peu banal dans un environnement aride. Ensuite, mettez du sable pour potager dans des petits pots. Les planter, placer dans des tuyaux bénéficiant de l'eau et des nutriments tout au long de la journée, grâce à une pompe d'irrigation, grâce à un système appelé NFT, système de recyclage d'eau avec de l'eau minérale. Après quelques mois, voici de la salade. Cette technique s'appelle l'hydroponie, cultivée sans aide agricole, remplacée par différents supports, billets d'argile avec ces substrats se trouvant dans les milieux confinés ou entre termes une agriculture urbaine et qui est hors sol. Une agriculture horizontale, une méthode révolutionnaire et plus durable, car elle réduit les besoins en eau jusqu'à 110% et économise également beaucoup d'espace et de sol. Cette innovation dans le domaine de la culture, avec pour devise la durabilité, fait de plus en plus tourner la tête avec ces méthodes respectueuses de l'environnement et rend possible la possibilité de pratiquer l'agriculture dans des environnements difficiles. Présenter l'hydroponie comme agriculture, comme le Graal du futur agronomique de Djibouti, était une initiative du ministère de l'Agriculture des jeunes Djiboutiens venus des 5 régions de l'intérieur. Cette formation, qui a duré pendant 1 an, son objectif était de faire comprendre et de maîtriser tous les rouages et par-dessus tout, on a emmagasiné toute cette connaissance, que ce soit pour installer un petit potager près de chez eux ou pour se lancer dans la création d'une ferme hydroponique. La culture hydroponique, cette méthode culture hors sol qui consiste à faire pousser des plantes dans de l'eau en y injectant des nutriments minéraux, connaît un certain succès avec un système appelé NFT, qui est un système de recyclage de l'eau. Cette forme d'agriculture a ses avantages et ils sont indéniables. L'hydroponie permet une économie d'espace, énergie, mais aussi une économie d'eau. Dans le reste de l'actualité, le colonel Ouassem Al-Borrelé, commandant des gardes-côtes, a reçu aujourd'hui une délégation de la force Atalante, conduite par le commandant d'opération adjoint de la force navale de l'Union européenne en Somalie, Giovanni Piegage, accompagné donc du nouveau commandant de la force Atalante, l'amiral Simien, en présence des officiers des 2 forces. En effet, la force Atalante est une mission militaire et diplomatique mise en œuvre par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la piraterie et l'insécurité dans le golfe d'Aden et de l'océan Indien. Et c'est dans ce volet que le colonel Ouassem Al-Borrelé et son hôte ont eu des échanges fructueux et constructifs, faisant état d'une très bonne coopération et collaboration entre les 2 forces de sécurité et de sûreté maritime, afin d'assurer donc efficacement les opérations conjointes. Le colonel Ouassem Al-Borrelé a d'emblée souhaité la bienvenue au commandant d'opération adjoint de la force navale de l'Union européenne en Somalie et le nouveau commandant de la force Atalante. Elle leur a fait une brève présentation des missions et des différents départements et services des gardes-côtes djiboutiens. Le chef de la délégation de la force Atalante a pour sa part loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps des gardes-côtes djiboutiens, mais aussi il a tenu à féliciter le commandant des gardes-côtes djiboutiens pour son travail réalisé dans un laps de temps pour la sécurité et la sûreté maritime régionale. En bref et en images, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme modéré de magnitude 4.1 à l'échelle de Richter aujourd'hui dans le golfe de Tadjoura, près de la plage d'Arta, et identifié de type
tectonique. L'épicentre a été donc localisé à 11,5 km au nord-est de la ville d'Arta, à une profondeur de 7,5 km, soit une distance d'hypocentral d'environ 13,7 km. Comme toute la ville d'Arta, l'observateur a été bien secoué pendant quelques secondes. Autre nouvelle, la protection civile a effectué tôt ce matin un exercice de simulation volet sécurisme, c'était au Bawadi Mall. Cet exercice de simulation est conjointement effectué par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale et avait pour objectif donc d'évaluer les capacités d'évacuation et de prise en charge d'un nombre important de victimes d'un attentat. Il est donc essentiel de s'assurer que le système de protection civile soit prêt en permanence pour apporter une réponse aux crises potentielles, par exemple l'attentat terroriste et les catastrophes naturelles, et ce le plus efficacement possible afin d'épargner un maximum de vies humaines. La protection civile donc a mobilisé tous ses moyens humains et matériels afin de mener à bien cet exercice d'envergure, d'évacuation et prise en charge des victimes d'attentats. Le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, a félicité les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale et les instructeurs français pour leur professionnalisme et efficacité lors de cet exercice. Un mot en sport cette fois. Le coup d'envoi de la rencontre amicale opposant l'équipe nationale djiboutienne à une sélection somalienne a été donné hier soir au stade Goulet en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil et le président de la fédération djiboutienne de football Souleymane Hassan Ouaberi. Les deux formations ont montré un match passionnant sous les applaudissements nourris et les acclamations des supporters de la diaspora somalienne et des Djiboutiens en liesse. Après une première période où le score est resté vierge, les attaques, les centres et les passes décisives se sont multipliés d'intensité dès la reprise. Et c'est vers le milieu de la seconde période que les Requins de Djibouti ont marqué le seul but de la victoire et du match, malgré un festival d'occasions manquées. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, et le président de la fédération djiboutienne de football ont félicité les deux formations, saluant la victoire de l'équipe djiboutienne et ont appelé à renouveler le même exploit lors de la rencontre amicale contre l'Éthiopie qui aura lieu vendredi prochain au stade Guled. Emploi avec les joueurs pour leur faire comprendre que ce qui s'est passé avant, il faut vite l'oublier. Et même dans un match, si l'arbitre fait quelque chose qui ne nous a pas plu, si on rate une passe, il faut vite penser à autre chose. Voilà, avoir de la résilience, c'est important. Donc effectivement, on tourne la page. C'est vrai que ça fait presque 2 ans que l'équipe n'a pas joué. C'est un match amical, mais je mesure l'attente qu'il y avait des supporters djiboutiens de football, puisque le stade était quasiment plein. Et c'est vrai que ça a donné du bonheur, je pense, au public. Au-delà de la victoire, je pense qu'on a montré un beau football. Il y avait de tout, il y avait du jeu. Quand ça a été un peu crispé, on a su faire le dos rond, être bien défendre. Au final, on a très peu d'occasions, on a eu très peu peur. Et puis je pense qu'on a vu aussi une revue d'effectifs, puisque j'ai fait rentrer beaucoup de petits jeunes. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est un match amical, ça fait du bien au moral. Surtout, on commence à mettre en place un petit peu nos principes. Donc c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner vendredi. Maintenant, ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a certains jours, ça sera forcément plus dur. Ensuite, on aura la Gambie, ça sera encore plus dur. Et puis normalement, en décembre, il y a la CECAFA. On ira pour faire quelque chose, puisqu'on aura progressé d'ici là. Non, mais l'objectif, c'est de gagner le match. Moi, je ne veux pas faire de complexe par rapport à un adversaire, même si c'est l'Éthiopie, même s'il y a 100 millions d'habitants, on sera 11 contre 11 sur le terrain. Donc j'essaie de leur inculquer ça. Maintenant, changer de mentalité, ça prend du temps, c'est pas le plus facile. C'est pour ça aussi que j'ai changé l'effectif et que j'ai pris beaucoup de jeunes. Je compte beaucoup sur la motivation et l'ambition de ces jeunes, que ça donne un peu un souffle nouveau à l'équipe. Voilà. Donc l'idée vendredi, c'est de faire le meilleur résultat possible.
En nouvelle du monde à présent, 14 pays européens ont donné leur accord, dont 8 de manière active, pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité visant à se répartir les migrants secourus en Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Le président français a reçu à l'Élysée le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Les 8 pays actifs sont la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg, la Finlande, la Lituanie, la Croatie et l'Irlande, a indiqué l'Élysée sans préciser le nom des 6 autres. En Grande-Bretagne, le champion des pro-Brexit, Boris Johnson, a promis aujourd'hui une sortie de l'Union européenne le 31 octobre prochain, après sa victoire écrasante dans la course à Downing Street. Mais il reste à savoir s'il pourra obtenir les concessions qu'il réclame de Bruxelles. L'ex-maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, qui était opposé à l'actuel chef de la diplomatie, a remporté 66% des voix des quelques 150 000 membres du parti conservateur qui se sont exprimés. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.